souviens que ma mère n'avait pas de plus grande admiration que celui de la devise de la maison d'Orange qui est «Je maintiendrai». Et peut-être qu'au fond, écrire, c'est prendre à son compte cette devise. Il y a au moins deux Lomagnes. Celle de l'Ouest est aujourd'hui partie du département du Gers. Elle est plus aimable, plus fertile, plus fréquentée, plus riche, ou du moins l'était-elle jusqu'à la crise actuelle. Plus prodigue aussi, en bonne architecture de tout genre. Il n'y a guère de grande architecture en Lomagne, d'architecture savante et qui s'invente elle-même, mais il s'en rencontre d'excellentes en quantité vraiment exceptionnelle. C'est de ce côté-là que se trouve la dernière capitale de la vicomté et la plus belle ville du pays, Lectoure. Le château d'eau de Saint-Créac s'élève à peine au-dessus du sol. Il a l'air d'une soucoupe volante, voire d'une modeste marmite, une cocotte minute un peu montée en graines. Rond, bien entendu, coiffé d'une calotte arrondie, elle-même surmontée d'un clocheton plat, dépourvu de toute fantaisie. Le seul élément auquel un damné putatif ou le sort pourrait parvenir à faire un sort, avec beaucoup de bonne volonté, on aura remarqué que nous n'en manquons pas, c'est sa porte, qui s'ouvre à même le sol, ou plutôt qui ne s'ouvre pas, et qui pourrait faire office, dans un rêve à budget limité, d'entrée de service des enfers. À quelle époque est apparue la beauté des paysages, leur beauté en soi, indépendamment de leur fertilité? Assez récemment, il y a 2 ou 3 siècles, 3 et demi si l'on remonte à Théophile, on ne saurait trop, lorsque l'homme, vivant toujours davantage dans les villes, à la cour, loin de ses garennes et de ses solitudes, a commencé de la regretter et, la regrettant, de la créer. Et toujours plus clairement à mesure qu'elle se faisait plus rare. Maintenant qu'elle est traquée de toutes parts par la banlieue universelle, qu'elle n'a plus pour champ que l'interstice, l'exception, la réserve, nous la trouvons irrésistible, évidemment. Nous ne savons aimer que ce qui pourrait nous être ravi. Nous ne savons voir que ce que nous allons perdre. Nous ne savons dire et chanter que ce qui est déjà perdu. Enfants, enfants, n'écoutez pas les vieilles dames qui veulent vous persuader que pour bien voir un tableau impressionniste, il faut d'abord se reculer. Mettez votre nez sur la toile, au contraire. À distance, vous ne verrez qu'une image et ne ferez que vérifier, comme des notaires, qu'elle est bien conforme au réel. Plus en tout cas qu'on aurait pu le croire ou le craindre. De très près, vous verrez de la peinture en revanche, et vous aurez tout loisir par la suite de vérifier que le réel, ce n'est jamais que la somme de toute la peinture que vous aurez vue, de tous les livres que vous aurez lus, de tout l'amour que vous aurez reçu ou donné. Pouvez-vous nous parler de votre livre « 7 sites mineurs en Lomagne » ? Si je peux me permettre de faire un léger préliminaire sur cette question, je crois que parmi les écrivains, il y a ceux qui ont un rapport très facile avec la parole et ceux plutôt plus nombreux qui ont un rapport qui leur pose des problèmes. Et je me range manifestement dans ce cas-là, non pas par surabondance de la pensée, Dieu sait, mais par surabondance de la distraction, de la tentation, des chemins de traverse. J'en arrive à votre question, comme vous le voyez. Tous les mots se présentent comme autant de carrefours. Et donc, la terre, la campagne, l'espace est vraiment la métaphore fondamentale pour moi. Le chemin, ou le carrefour, si l'on préfère. Est-ce que je suis constamment exposé à cette incapacité du choix par désir d'aller dans toutes les directions à la fois, ce qui est un problème que je ne trouve à résoudre qu'en écrivant, en fait. C'est pourquoi la terre, la campagne, les chemins sont vraiment la métaphore fondamentale. En même temps, ce n'est pas vraiment une métaphore, puisque la métaphore, évidemment, par définition, c'est ce qui conduit ailleurs. Vous savez, par exemple, en grec moderne encore, ça m'a toujours enchanté. Le mot métaphoros signifie ce petit objet qui permet de porter les objets d'un endroit à un autre. Un diable, en fait. Toute métaphore est un diable. Pour moi, toute métaphore n'est pas un diable. Je ne partage pas l'interdit
du nouveau roman sur la métaphore, mais la campagne est beaucoup plus qu'une métaphore. La campagne n'est pas l'objet de l'ailleurs, mais l'objet, l'instrument, si on peut dire, de l'ici. Un ici qui est ce qui est désirable par excellence, au fond, plus que l'ailleurs. Un ici qui n'est peut-être pas la présence avec un P majuscule, ni même la présence en soi, mais plus simplement le présent. Cesser de vivre dans l'attente de quelque chose d'autre. Cesser de vivre soit dans le souvenir, soit dans l'espérance, mais dans l'appréhension complète de l'instant. Au fond, c'est peut-être cela que je cherche, cette imposition constante de la forme qu'est le travail d'écrire. Et cette obsession de l'espace donc devait me conduire à parler des lieux où j'habite ou que je hante, puisque je marche énormément. Et vraiment, le rapport entre écrire et marcher ou se promener est au plus étroit. Au fond, j'écris. J'aime assez l'idée que j'écris en marchant, et c'est la vérité. Les gens vous disent, mais vous vous promenez toute la journée, vous ne travaillez pas beaucoup, mais c'est en me promenant que je travaille. Mais pourquoi vous intéresser à des curiosités très secondaires parfois, que vous appelez les sites mineurs? Pourquoi pas les sites majeurs? Parce que les sites majeurs, je suppose qu'il y en a d'autres pour en parler, ils sont déjà répertoriés. Il y a un désir désespéré d'inventaire, sans doute, de ma part. Je me suis toujours senti très proche de ce personnage de l'Aleph de Borges qui essaye de faire un relevé complet de l'univers et qui se lance dans un poème qui a déjà je ne sais combien de milliers de vers et qui au fond ne concerne qu'une sous-section d'un sous-canton de je ne sais quel pays perdu, d'Australie je crois, bien que la nouvelle évidemment se passe en Argentine. Et moi j'ai certainement ce désir constant d'inventaire, de littérariser complètement le monde, au fond, d'imposer la phrase à la totalité de l'univers, ou du moins de l'univers que je connais. Mais ce désir d'inventaire dont vous parlez est aussi très présent dans le goût que vous manifestez pour les généalogies. Le goût de la généalogie est assez proche de celui des chemins, ou de l'arbre d'ailleurs. C'est toujours un phénomène d'arborescence et de désespoir, mais de désespoir. Je ne suis pas assez naïf pour ne pas voir qu'il est assez voluptueux quand même, qu'il est le lieu d'un bonheur tragique sans doute. Mais ce bonheur du choix, la généalogie, de quelque bout qu'on la prenne, c'est quelque chose qui se développe en arborescence, comme les chemins, c'est-à-dire on est constamment à des carrefours, qu'on monte ou qu'on descende. Un homme a plusieurs enfants, un homme ou une femme ont plusieurs parents, encore plus de grands-parents. Donc si on monte, l'érudition est une école de la solitude absolument extraordinaire, parce que plus on poursuit son sujet, et fatalement, plus on arrive à des lieux d'extrême solitude, comme un chemin, et qui, enfin dans le meilleur des cas, pas toujours hélas, mais vous mène toujours à un endroit où vous allez être seul, puisqu'il s'agit toujours de laisser non fréquentés, non suivis, des chemins, des branches dans des arbres, ou des branches d'arbres généalogiques. Pour moi, la chose est claire, en effet. J'ai déjà marché dans ce parc. C'était sur des pentes littéraires à l'excès, sans doute, dans cette vallée touffue qui tombe de Sintra vers la mer, sans empressement particulier, on la comprend. Voyez, ne détournons pas le regard, continuons d'enfoncer nos pas dans ce sol gavé de Lomagne. Pourtant, nous sommes au Portugal, j'en jurerais. On dirait aussi bien la Chine. La fontaine de Magnas, c'est du souvenir qui suinte au fond d'un parc, par avance,
pour de la mémoire qui ne sait même pas, dont on voit sourdre peu d'eau, qu'elle est en train de s'y laver les mains. Il faut aimer une eau noire. Il faut aimer une eau si noire que le bleu du ciel bleu, lorsque malgré tout il s'y mire, à travers les branches et le blanc des nuages boursouflés que chahute l'autan, voit leur azur et leur candeur, sans s'altérer, bien au contraire, sans rien déchoir de leur franchise et de leur élévation, se ranger en courant, en se tendant, en se creusant, entre les avatars et parmi les plus noirs de la noirceur. Noirs sont les bruns, noirs sont les verts, noir l'heure, noir son reflet. Tout n'est que reflet sous ces couverts ruisselants. La terre trop grasse, les générations de feuilles mortes, ces phrases, le sous-bois tout entier. Reflet cette lumière de mystère policier, de jardin sous la pluie, de découvertes archéologiques et de plaisirs de serre. Reflet le fond même de la mare, tel qu'on arrive à le distinguer parfois, si l'on sait écarter en esprit les vapeurs qui le sillonnent dans leur course distraite vers l'Albret, vers l'Armagnac et l'océan. Et reflet ce reflet, bien sûr, de nos attendrissements usés, de nos mélancolies, de nos lectures anciennes et de nos espérances. Le journal que vous publiez depuis 10 ans donne l'impression d'un grand plaisir d'écriture. Oui, je m'amuse assez bien. Le journal est toujours un plaisir en général à rédiger. C'est bien le problème d'ailleurs. Je n'ai pas à me forcer à tenir le journal. Au contraire, la catastrophe est de ne pas pouvoir tenir le journal. Je suis rapidement dans un état de manque dans ces cas-là. Donc, en effet, je m'amuse plutôt. Ou bien, même si je ne m'amuse pas, ça peut être sur des sujets qui ne sont pas amusants. Mais Dieu merci, le journal est toujours l'objet d'un fort désir, et même d'un besoin, je dois dire. Une journée qui n'est pas écrite, c'est-à-dire mise en boîte, mise en journal, mise en phrase, n'est pas vraiment vécue. Et je crois que ce qui m'intéresse spécialement dans la forme journal, c'est que c'est le lieu, évidemment, du contact le plus étroit entre vivre et écrire. C'est là qu'on est au plus près de la réalisation de cette utopie d'une vie entièrement écrite, de ce que j'ai appelé la graphobie, à ne pas confondre avec la graphophobie. Il ne s'agit pas d'une horreur de l'écriture, c'est même tout le contraire, mais d'une vie qui soit écrite entièrement, c'est-à-dire la grande utopie de la littérature tout englobante, envahissante, où tout, le moindre geste, devient quelque chose de littéraire. Et c'est le journal qui permet de se tenir au plus près de cette utopie et de donner l'illusion qu'on y atteint. C'est un entraînement littéraire ? Oui, oui, certainement. Le journal, j'allais dire, ce sont comme des gammes, mais alors ça serait très mal élevé que je le publie, parce que je vois mal un pianiste qui publierait en disque ces gammes. C'est un peu plus que des gammes, mais disons que ça peut être comme, alors pour en rester dans la métaphore musicale et pianistique, des études. Les études de piano, comme celles de Chopin ou de Debussy, toute proportion gardée, ou plutôt toute proportion perdue. On a l'impression que vous dites tout dans le journal. Avez-vous des secrets pour vos lecteurs ? Je dois dire que le secret est une valeur qui ne m'est pas très chère. Je ne m'intéresse pas beaucoup au secret. Il n'y a rien d'ailleurs même qui m'ennuie plus. Non pas que le secret, mettons avec une majuscule, mais que les secrets, les petits secrets, rien n'est ennuyeux comme les secrets. Moi, il me semble que je n'en ai pas, non, mais et je n'aime pas beaucoup ceux des autres. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je crois que le secret des êtres, alors au sens noble du terme, je le définirais assez volontiers comme ce qui reste lorsque tous les secrets sont levés. Ou je définirais le mystère comme ce qui demeure quand tous les mystères, sans majuscule, sont levés.
Oui, c'est ça, ce qui fait l'intérêt d'un être, c'est précisément ce qui reste de secret quand il n'y a plus de secret. Et personnellement, non, je crois n'avoir pas de secret. En tout cas, c'est presque un idéal. Ce n'est pas que le paysage soit vilain, mais enfin, il n'est point tel non plus, en sa séduction plutôt palote tout de même, qu'il puisse s'accommoder sans dommage de cet un peu trop de laideur et de modernité, puisqu'il est convenu que c'est à peu près la même chose dans nos campagnes, qui pointe son mufle ici et là. Le château d'eau de la ville de Lomagne passe encore. Il est même probable que dans quelques années, on lui trouvera un petit charme Vincent Auriol, tant il est déjà désuet avec sa haute panse rebondie. Plus acrobatique pour le goût sera d'intégrer dans un culte éclairé de l'architecture contemporaine en milieu rural, le petit gros immeuble qui se hausse du col dans la même région, et dont on me dit, pour l'excuser, que c'est la maison de retraite. Utile institution bien entendu, mais dont l'espèce n'ajoute rien à ma conception, sans doute un peu datée, du romantisme laquiste. Il y a aussi que l'amateur de site ne s'attend pas tout à fait sans doute, s'il décide de faire le tour du lac, à rencontrer d'abord à main gauche, une fois passé l'esplanade et son dancing buvette, 10 ou 12 pavillons de vacances ou de fin de semaine sur 2 ou 3 rangs assemblés sous les chênes. Ces bungalows regardent la plus belle rive, ce qui fait que de la plus belle rive, nécessairement, on les observe. Et le pire, contemple-t-il alors les bords quittés, il n'est pas rare, vers 4h30 de l'après-midi, environ le temps de la Sainte-Luce ou de la Sainte-Alice, qu'un peu de nostalgie le poigne. Le drame serait qu'il s'y complut. Or, il revient le soir, en effet. Ce qui m'éblouit pour ma part, c'est que le restaurant musical, banquet, noces, repas dansants sur le lac de la vie, soit ouvert tous les soirs, tout le long de l'année. La ville la plus proche est à 5 ou 6 kilomètres, et la ville la plus proche, c'est la ville de Lomagne. Toute sa vie, dit son biographe ébloui, il arrivera à jeûner de prendre un train au hasard et de descendre dans une petite ville, souvent humble et sans intérêt, etc. Mais qu'on ne me parle plus de jeûner, qu'on me laisse tranquille avec Sils Maria, Eugène Leroy, Simanowski, que sais-je, le lac de Caume. Quelle prétention que de choisir, quelle imprudence que de limiter ainsi notre jeu d'emblée dans la négociation mal serrée de notre âme. Quelle infidélité à nos talents pour le désastre. Oh, nous sommes résolus, mon cœur, mon strict cœur et moi, à faire l'épreuve d'une intrépidité plus haute. Si nous pouvons aspirer, en effet, à un rond de serviette, ou même deux, dans le restaurant du lac de la vie, de quel pouvoir sur nous, d'un coup, de quels instruments de chantage le sort ne se voit-il pas dépouiller? Vous vous intéressez particulièrement aux comportements sociaux, ce que vous appelez les manières du temps. Le constat que vous faites est celui d'une dégradation de ces manières. Je pense en effet qu'avait cours jadis un plus grand respect de l'autre et aussi du moment, de l'heure, en cela que c'était l'autre qui était l'aune du comportement ou du niveau de langage, par exemple. Euh, Cet idéal d'être soi-même implique aussi une certaine constance dans les attitudes ou dans les niveaux de langage. On est toujours soi-même, on est nature, entre guillemets, euh, quelle que soit la personne à qui on s'adresse. Je suis frappé de voir par exemple des adolescents aujourd'hui parlant à des camarades ou à leur grand-mère ont tendance à employer le même langage. Or, la moindre des politesses du langage, me semble-t-il, est qu'on l'adapte à la personne à qui on s'adresse, à la possible exception de l'art, qui peut ne pas tenir compte peut-être, en tout cas des niveaux de réception auxquels il s'expose. Mais dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, dans l'échange social, il me semble que la moindre des politesses est de tenir compte d'une part de la personne à qui on s'adresse et d'une part du moment, des circonstances, du lieu. Et qu'être soi-même me semble un idéal très insuffisant dans les circonstances. Être soi-même me semble un idéal extrêmement dangereux. Évidemment, c'est une expression qui est chargée de très nobles associations dans le passé, mais je pense qu'elle sert aujourd'hui à véhiculer
une sorte d'extrême vanité, au fond, dans le rapport social. Le rapport social n'implique pas qu'on soit soi-même. Qu'est-ce qui donne à penser au sujet qu'être soi-même est suffisant pour l'autre? Bien, on est loin de penser que c'est dans la politesse qu'on est soi-même, ce que moi j'aurais tendance à estimer. Il y a des correspondants qui vous proposent certaines choses et qui vous disent ne soyez pas poli, soyez vous-même. J'espère que c'est lorsque je suis poli que je suis moi-même. Le soi-même est l'objet d'une longue construction, comme le naturel, comme l'innocence. Je crois que ce sont des états qui sont le résultat d'une longue étude, d'une longue pratique de soi-même. Être soi-même, c'est quelque chose qui est toujours au-delà, dans l'avenir. Être soi-même, c'est une construction interminable, tandis que les acteurs de la vie sociale aujourd'hui ont l'air de considérer qu'être soi-même est un acquis, la base de départ de la négociation dans le contrat social. C'est ça que je déplore, c'est l'invasion du naturel ou de cette version particulièrement redoutable du naturel, et bien sûr j'emploie naturel entre guillemets, cette version particulièrement redoutable qui est le sympa. Le grand ennemi pour moi c'est le sympa, qui est la valeur au fond, la valeur suprême peut-être de la société contemporaine. Il semble que les gens aient tout dit d'une œuvre, d'un comportement, d'une attitude, ou même d'un paysage, en disant qu'il est sympa. Oui, c'est très sympa. Le sympa, voilà l'ennemi en ce qui me concerne. Au fond, vous refusez le naturel dans la vie quotidienne et vous le recommandez dans la sexualité. Je n'ai jamais recommandé spécialement le naturel. Je n'ai recommandé en rien le naturel qui... Suivre sa pente. Une valeur qui m'agace. Oui, suivre sa pente, mais suivre sa pente n'implique pas qu'on ne tienne pas compte de l'autre. Je trouve que le rapport sexuel, et y compris le rapport sexuel le plus libéré, même le plus libre, est un des rapports sociaux les plus complexes. Je trouve que chaque homme est tout entier dans chacun de ses gestes. Et je ne suis pas du tout du côté de la brutalité sexuelle, non pas de la brutalité sexuelle en soi, non, je ne le suis pas non plus, mais je veux dire des gens qui considèrent que le sexe doit être soustrait à toute règle et à toute... Pas du tout, je trouve que les questions sexuelles sont soumises absolument aux mêmes règles morales que n'importe quoi d'autre. Ce que je trouve, c'est qu'elles ne doivent pas dépendre d'un code éthique spécifique qui leur soit particulier. Je crois... Je l'ai déjà dit, je ne le tiens jamais assez à leur totale innocence, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être l'occasion de fautes ou même, pourquoi pas, de péchés, si on veut avoir recours à une terminologie chrétienne, en tout cas à des manifestations d'égoïsme, de vanité, d'orgueil. Je trouve que le moindre comportement sexuel, y compris le plus élémentaire, celui qui, par exemple, peut s'observer dans ce que j'ai appelé jadis les tricks, c'est-à-dire des rapports sexuels tout à fait simples, des rapports sentimentaux, en tout cas réduits presque à leur plus simple expression, implique l'être tout entier et que quelqu'un peut être jugé très bien moralement sur un rapport sexuel tout à fait élémentaire. Je trouve que le rapport sexuel, oui, est sans doute le rapport social le plus compliqué. Je ne crois pas du tout, contrairement à la doxa, que ce soit le plus simple. Mais pouvez-vous préciser votre opinion sur la simplicité? La société, dans son rapport au signe, est certainement beaucoup plus simple qu'elle n'était jadis. Et je dois dire que la simplicité n'est pas tellement pour moi une valeur en soi. La simplicité peut être un effet d'art très beau et très précieux, mais la simplicité est toujours, je trouve, une valeur très inquiétante, surtout quand elle est une revendication qu'on présente à l'autre. Les gens qui vous disent « sois simple » veulent toujours vous dire, au fond, « sois comme moi ». J'aime les signes. Valérie Larbaud avait également cette passion des décorations, des pavillons, des drapeaux, de la héraldique. Tout ce qui complique le monde, au fond, me trouve favorable.
Est-ce que ces regrets des mœurs d'une époque révolue ne sont pas une façon de vous opposer à vos contemporains? Oui, c'est possible. Toute aspiration à l'art euh, est une aspiration à la solitude. Je crois qu'on n'écrit jamais que contre, puisque un écrivain forcément aspire au style, et le style, c'est le contraire de ce qui est commun, donc forcément il s'oppose en cela même qu'il est lui-même, qu'il est lui-même au sens où il se construit, où il s'élabore, où il s'invente une langue, où il s'invente des attitudes, et peut-être cela peut-il être utilisé comme une métaphore de beaucoup de positions. Si telle position que je défends était dominante, il est possible que j'ai tendance à l'abandonner. Oui, c'est même assez probable. Que croit-on rencontrer là au premier abord? Une assez jolie chapelle médiévale, telle qu'en France, il y en a des milliers. Or, on en franchit le porche, et c'est une idéale sceneggiature baroque, telle qu'en France, telle qu'en France, telle qu'en France, je ne suis pas sûr qu'on trouve 5 intérieurs d'église ou de théâtre ou de palais qui, par le style, lui soient tout à fait comparables. Le promoteur de ces modestes fastes, qu'a-t-il souhaité? Historiquement, je n'en sais rien. L'éventuel lecteur aura remarqué d'ailleurs que je ne sais absolument pas de quoi je parle. Je me suis laissé glisser le nom de l'abbé Goulard, encore était-il apparemment deux frères, l'un et l'autre ecclésiastiques donc. Le premier curé de la paroisse, le second son vicaire. Ces abbés Goulard devaient aimer voir, voilà ce que je crois, voir pour voir. Que mettent-ils en scène en effet? Le regard. Dieu, à la chapelle de la chapelle, est réduit à la portion congrue. La perspective romane et gothique encore, bien entendu, où tout tendait vers le lieu de la présence, est ici parfaitement renversée. La nef, la courte nef, ne mène à rien de vraiment exceptionnel. Le chœur est très joli, bien sûr, l'autel est riche, le retable ruisselle d'or. Mais enfin, l'on n'a qu'une envie, une fois qu'on est arrivé jusqu'à lui, c'est de se retourner pour contempler les tribunes, qui sont l'incontestable morceau de bravoure de tout cet espace-là. Allons, cette église n'est pas si anachronique après tout. Dieu y fait un peu défaut, mais c'est bien dans son caractère. Et ce défaut, l'homme l'observe en grande pompe. Vous avez écrit 2 romans qui ont pour sujet l'histoire d'un royaume imaginaire d'Europe centrale, la Caronie. Ces 2 livres sont dominés par la figure du roi roman. Ce personnage est-il un personnage de votre enfance? Oui, certainement, c'est dans une large mesure un personnage d'enfance, une création d'enfance. Cet écrivain italien Manganelli a bien parlé de la figure royale, du désir de royauté, qui est au fond sans doute un désir de forme, qui est peut-être le désir le plus profond au cœur de l'homme. Imposer une forme à l'existence, et la royauté est une forme très puissante, très forte, très structurelle, très structurante. C'est sans doute désirer retenir le temps, enfin lutter contre le passage des jours, le passage des heures. Et là, tous les moyens sont bons, y compris cette figure un peu ridicule, mais prise en tant que telle, en tant qu'elle est ridicule. Et on assume pleinement ce ridicule, la figure du roi, oui. Et du roi d'abord d'un pays relativement petit, presque d'un royaume d'opérette, d'un royaume qui, en lui-même, même quand il était royaume, était une puissance sans puissance parmi les nations.
Je m'intéresse aux signes du pouvoir et du pouvoir tombé. Non pas du tout du pouvoir en tant qu'il est effectivement agissant, mais j'aime les palais pour l'accueil qu'ils font à la nuit, les pavillons, les signes, la héraldique. Je pense que ça procède de l'amour des signes en général, ou des signaux, euh, des guirlandes à la croisée des chemins, comme dit Tibulle quelque part, de tout ce qui témoigne d'une activité passée en général, ou de messages qui risqueraient de se perdre ou sont déjà perdus. Et en effet, d'ailleurs, Rilke dit ça très bien, ce qui consacre la possession, c'est la perte. Et il me semble que la figure royale qui m'a toujours préoccupé, d'ailleurs qui est une belle et noble figure de toutes les mythologies, le visiteur royal, la figure royale ne trouve sa pleine consécration, en effet, que dans l'exil. C'est une métaphore qui, dans mon petit imaginaire personnel, ne fonctionne pleinement qu'à condition d'être dépouillé des oripeaux du pouvoir, c'est-à-dire au fond de n'être plus qu'oripeaux, enfin, qu'il ne reste plus que les signes sans le contenu véritable, qui est un peu vulgaire peut-être. La bathmologie est une science des itinéraires. Au fond, ce qui l'intéresse n'est pas tant les idées elles-mêmes que la façon grâce à laquelle on est parvenu à ces idées, non pas tant les positions que les chemins qui y mènent. Je donnais l'autre jour quelques exemples tout à fait simples. Un autre est celui de cette très vieille princesse italienne qui se targuait d'être une des plus virulentes des antifascistes et qui en effet l'avait toujours été, avait été dès le début passionnément opposée à Mussolini et donc dans le même camp que les socialistes, communistes, anarchistes et républicains, et que tous ceux qui avaient pour leur militantisme antifasciste été déportés dans des îles ou des choses comme ça. Seulement, les raisons de son antifascisme étaient qu'elle n'avait jamais pardonné à Mussolini d'avoir été socialiste dans sa jeunesse. C'est un exemple de positions qui n'ont d'intérêt que par l'itinéraire qui y mène. Ce qui m'intéresse, je dois dire aujourd'hui, serait ce qu'on pourrait appeler pompeusement une méta-bathmologie, parce que la bathmologie m'a joué un tour éminemment bathmologique, et quand je m'y intéressais, au fond, c'était un système, non pas d'ébranlement de la vérité, ça serait trop dire, mais de mise en question de la vérité, de mise en tremblement du concept de vérité. Or, aujourd'hui, au fond, la bathmologie revient, ayant fait tous les tours possibles, comme une sorte de confirmation de la validité du concept de vérité. Au fond, on nous dit constamment, de nos jours, qu'en physique, il est démontré que le concept de vérité n'est plus pertinent dans la physique tout à fait moderne et contemporaine. Que vérité ne veut plus rien dire. Mais on nous dit, c'est un point qui est démontré, c'est-à-dire qu'on est en train de nous parler de la vérité de la vérité. Et la bathmologie serait en fait peut-être, alors qu'elle, dans mon esprit au début, elle avait pour fonction, encore une fois, d'ébranler la vérité, je veux dire qu'elle finit par la confirmer. Son obsession est de donner de la vérité une image ou une définition qui est plus vraie que celle qui avait cours jusqu'alors. Et ce tour est assez significatif de beaucoup de plaisanteries que jouent les mots. Et au fond, j'ai beaucoup contesté toute ma vie certains mots pour des raisons stratégiques, parce qu'il me semblait qu'on en faisait un usage bête. Par exemple, je me souviens qu'il n'y avait rien pour moi de plus insupportable que la sincérité, ou le concept de sincérité, qui était pour moi l'image même de la bêtise. J'étais tout à fait d'accord, par exemple, avec Nabokov, qui a eu une horreur de la sincérité, qui disait que quand un critique littéraire disait qu'un écrivain était sincère, ça prouvait que ou bien le critique littéraire était un crétin, ou bien l'écrivain lui-même était un imbécile. J'étais assez d'accord avec ça. Mais au fond, c'est très difficile
d'évacuer des mots parce qu'ils sont pris dans des usages un peu bêtes, un moment quelconque de leur histoire. Et si je critiquais la sincérité, au fond, ce n'était peut-être qu'à partir d'un amour immodéré de la sincérité. Et aujourd'hui, je serais assez tenté, au fond, de revenir après 1000 détours batmologiques à la sincérité, et qui sait, même presque à l'authenticité, mot encore plus ridicule et compromis. Mais au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est très lié à ce que vous avez dit du second degré. Oui, je crois. Nous vivons complètement dans le deuxième degré, ce qui donne des envies de retour à les premiers degrés, quelquefois. Le premier degré est assez sain. Enfin, le premier degré, c'est le préjugé, peut-être. Le préjugé est plein de vérité. Ce n'est pas parce qu'on découvre que le préjugé n'est pas toujours vrai, et ça, c'est tout à fait vrai. Le préjugé n'est pas toujours vrai, mais ça ne suffit pas à l'évacuer. Les vérités de premier degré sont sans doute plus solides que les vérités de second degré, certainement. La batmologie est-elle plutôt une science spéculative ou plutôt un art de l'intuition? J'aurais tendance à penser que la batmologie est surtout une pensée de la douceur, un peu au sens où Bergotte, dans Proust, ayant réécrit plusieurs fois une page ou un chapitre, je ne sais plus, on est finalement assez satisfait et déclare oui, je pense que c'est assez doux. Et la pensée batmologique est une pensée douce, ou bien, pour parler sadien, c'est une pensée de la délicatesse. C'est une pensée délicate. Je n'aime pas beaucoup le mot de tolérance, mais c'est une pensée qui implique une grande compréhension à l'égard des positions des autres, puisque ses propres positions apparaissent toujours comme provisoires, au fond, et comme pouvant faire l'objet d'un retournement, comme n'étant jamais qu'un moment de la pensée, puisque la spirale est infinie, la spirale est un abîme, donc on ne sait jamais ce qu'on pensera demain. La plaine d'automne. Un fil de brume y serpente. Ah, c'est la rivière. Vous avez dit qu'avoir été homosexuel a été la grande chance de votre vie. Oui, certainement. Avoir été homosexuel était la grande chance morale de ma vie, parce qu'au fond, j'étais français de famille catholique, bourgeoise, à peu près normalement constituée. Euh, je n'aurais eu aucun sentiment de ce que c'était que le risque d'être à n'importe quel moment agressé, attaqué, moqué, en but d'hostilité qui paraissent inexplicables. Oui, j'assume cette phrase, l'homosexualité comme grande chance morale de ma vie, oui, oui. Mais pourquoi une chance? C'était une chance d'avoir Parce été... que c'est un enrichissement de l'expérience et ça permet de comprendre dans une certaine mesure d'autres minorités, d'avoir une solidarité humaine plus active. Elle n'est jamais assez active, et sans doute ne l'est-elle pas suffisamment dans mon cas, mais oui, certainement une chance. Il y a une quinzaine d'années, vous avez inventé un mot nouveau, le mot acrien, pour désigner les homosexuels. Alors pourquoi un nouveau mot? Parce qu'aucun des mots qui avaient cours n'était très satisfaisant. Homosexuel a de gros avantages, en tout cas moi je me reconnais assez bien dans sa signification étymologique, plus que dans pédéraste par exemple, qui était quand même pas très heureux, et puis qui ne s'appliquait pas vraiment à mon cas.
Mais enfin, homosexuel a des connotations pas médicales, pharmaceutiques, ce n'est pas un très joli mot. Et encore une fois, ce sont des mots qui sont très difficiles à manier dans un texte littéraire ou à prétention littéraire. C'est des mots qui s'inscrivent mal dans une phrase parce qu'ils n'ont pas l'histoire littéraire. Or, c'était tout de même quelque chose dont il fallait que je parle, dont je désirais parler. Donc un mot qui me convenait mieux s'imposait. Vous avez souvent déclaré ne pas aimer l'érotisme au sens que lui a donné Georges Bataille. Oui, oui, je continue d'assumer, encore que il soit difficile d'évacuer ce mot d'érotisme qui est très, très commode dans son sens étymologique. Si l'érotisme, c'est ce qui concerne Eros et l'activité sexuelle, c'est un mot très commode auquel je renonce. Je regrette d'avoir renoncé. Mais il est vrai qu'il a pris en particulier dans la tradition française, et depuis Bataille, des sens qui me sont tellement étrangers que je suis obligé de renoncer globalement à ce terme, ou presque. Bataille est un écrivain pour lequel j'ai un grand respect en tant qu'écrivain et comme figure humaine, mais l'érotisme à la Bataille, quelque chose qui non seulement m'est étranger, mais même me révulse. C'est presque, enfin, c'est un érotisme de la transgression, c'est un érotisme totalement chrétien. Enfin, c'est pas par hasard si Bataille est un ancien séminariste, c'est-à-dire la jouissance vient de l'interdit. Moi, je ne vois pas l'interdit. Je ne crois pas qu'il y ait d'interdit en matière sexuelle autre que les interdits de la morale classique générale, non spécifique à la sexualité. La sexualité est-elle liée à la métaphysique ? Je vous prie d'excuser, je crois l'avoir déjà dit au cours de ces entretiens. Je crois que la grande expérience métaphysique n'est pas tant la survenue de la présence avec une majuscule, ni même de la présence sans majuscule, mais peut-être du présent, peut-être spécialement dans mon cas, j'en sais rien, j'ai tendance à vivre beaucoup dans le passé, dans la nostalgie, et peut-être aussi dans l'avenir, non pas parce que l'avenir m'intéresse beaucoup, mais je me dis toujours qu'on commencera à vivre demain, et quand certaines conditions seront réunies, qui fera qu'on vivra vraiment comme on le souhaiterait, quand on pourra aller en Espagne, en Italie, quand on pourra faire ceci dont on a envie. On a toujours tendance à remettre à demain de vivre vraiment. Mais je crois en effet que le grand moment métaphysique est celui où nous rencontrons la présence, et un des moments est le présent, le sentiment que c'est hic et nunc, maintenant. Voilà, au fond, je ne souhaite rien d'autre. Et je crois qu'en effet, certaines expériences érotiques, là, au sens aussi peu bataille que possible, certaines expériences érotiques très intenses, il y a des moments de joie et d'intensité, tout simplement. C'est l'intensité du moment donne ce sentiment qu'on ne désire pas quelque chose d'autre, pour une fois qu'on est dans le présent, qu'on vit la minute ou l'instant. D'abord, ce n'est pas un village, ensuite il n'est pas abandonné. C'est un hameau qui n'a jamais eu d'église, ni bien sûr de mairie. Un écart, tel est le terme convenu, je crois bien, de la commune de l'Île-Bouzon. Les 3 maisons sont encore habitées. Quant à penser au Machu Picchu à son propos, il faudrait vraiment être fou. Que pareil rapprochement soit absurde même, le dire seulement est encore trop. Les maisons qui sont encore habitées sont les premières qu'on rencontre. Au-delà commence le pays des ombres. Pour commencer, la transition entre eux se fait sur une herbe si verte et si bien tondue qu'on dirait un gazon. Jusqu'aux toits qui sont semblables ici et là. C'est à se demander même si les toits des morts ne sont pas plus neufs que ceux des vivants. Le pays des vifs, est-ce bonté d'âme de sa part, prudence diplomatique, souci de ménager l'avenir ou simple désuétude de la notion de frontière? À force de familiarité, entretient avec lui des rapports qui sont d'une rare délicatesse. Il dut y avoir des courses amoureuses dans cette sente et des remontées lasses de fin de journée vers la pipe sur le seuil, en été, et vers le brouet clair. Il dut y avoir des jeux d'enfants, des obscénités de matin, des départs de soldats pour la guerre, et des retours et des absences de retour, et des larmes de mer. Des bavardages de matrones, des disputes, tout ce que l'on peut imaginer, et que l'on imagine partout, bien entendu. Ici, cependant, les images sont plus claires, parce que le décor, presque intact dans la partie haute du hameau,
est passé si progressivement à l'état de ruine, dans cette zone, que ces ruines font des phrases. Elles chuchotent comme si personne n'avait eu le courage de leur dire que la vie s'était retirée d'elles. Il me souvient qu'à propos de Tirynthe, près de Nauplie, les guides parlent d'un appareil titanesque et qu'ils n'hésitent pas à faire intervenir dans cette affaire les géants. Tandis qu'à Cusco... Mais j'ai promis de laisser chez eux les Incas. Je le regrette parce que je suis sûr que là-bas, à 1000 ou 2000 mètres en apic au-dessus du rio Urubamba, oui, on marche pareillement sur des sentiers qui se chevauchent en espaliers devenus fous. Et je sais que les soutènements ne sont pas plus verticaux qu'ici. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas bâtis non plus avec des galets de fantaisie. Bon, pour le reste, c'est une question de proportion. De toute façon, tout est dans l'idée. L'idée. Depuis 1988, vous avez adopté pour certaines œuvres le ton des élégies. Quelle en est l'inspiration? Elles peuvent être inspirées par la douleur ou la mélancolie, voire la dépression, qui sont toujours dans une certaine mesure, de bonnes inspiratrices, en tout cas assez fidèles. On peut toujours compter sur elles en général. Enfin, pour être trop en faux, c'est comme la paranoïa. Le fait qu'on écrive prouve qu'on n'est pas... C'est toujours un signe d'optimisme, malgré tout. Je crois que l'œuvre, mais sans connotation particulièrement laudative, enfin le seul fait de faire un livre, d'une part, est du côté de l'ordre. L'art est toujours du côté de l'ordre. J'aime beaucoup cette idée qui exaspère tout le monde. Et ne serait-ce que je l'aime beaucoup sans doute parce qu'elle va justement contre la doxa et contre tout ce qui est institué, où l'art devrait toujours être lié au désordre. Mais je veux dire, à partir du moment où on aboutit à une œuvre, il y a toujours eu un travail, c'est-à-dire certainement le désordre doit être intégré dans l'ordre, mais c'est malgré tout le triomphe de l'ordre, puisque finalement il y a eu une pièce, il y a eu une sonate, il y a eu une symphonie, c'est-à-dire quelque chose qui marque la victoire de la volonté. Et on pourrait dire la même chose sur le rapport à la dépression et au bonheur. L'œuvre est tout de même, à partir du moment où elle existe, où on arrive à la phrase, et a fortiori au chapitre, au livre, c'est le signe que la dépression ou la mélancolie n'ont pas vaincu. Donc, toute phrase écrite est malgré tout le signe, même quand elle est désespérée, est malgré tout le signe d'une victoire de la volonté, d'une victoire de la vie, enfin du désir de vivre en tout cas. Le style, n'est-il pas d'une certaine façon une manière de solenniser le réel? Oui, sans doute. Sans doute. Ça peut s'apprécier à plusieurs niveaux, le plus grave étant probablement une sorte de barrage contre la mort. La forme est un moyen de résistance à la menace de la mort, certainement. Puis le naturel n'est pas une valeur qui m'est très chère, je pense que vous en apercevez suffisamment. Donc, le style est l'affirmation, au fond, de la dignité humaine, mais tout simplement de l'humanité, c'est-à-dire de la volonté. On n'est pas emporté par le flot du hasard. Ce qu'on peut opposer aux aléas de l'existence, c'est le style, la forme, l'architecture, les fenêtres, les croisées, le cadre. La tour de Homs est illuminée dans la nuit. Toutes les nuits, je n'en sais rien, je ne vais pas y voir toutes les nuits. Mais chaque fois que je passe à ses pieds, elle l'est. Et c'est tout de même un grand mystère. D'abord, la tour de Homs n'est pas exactement le château de Chambord, ni le pont du Gard, ni le dôme du Panthéon. C'est une très jolie vieille tour sur une butte, vestige d'un château disparu probablement. Un monument d'un grand charme incontestablement, mais d'un attrait assez subtil néanmoins, et non point tel que le monde entier passant à ses pieds. Et d'ailleurs, qui passe à ses pieds, excepté vous et moi de temps en temps? Qui va de Montfort à Solomiac? Qui suit la D40 vers Tournecoupe ou vers la Brille? Qui cherche son chemin pour Bivès, pour Estramiac, pour Serrampuy? Plus de monde que je ne crois, dites-vous? Peut-être.
Mais c'est un monde étroit, choisi, familier de la brume, des ombres, des dangereux virages, et qui ne fait pas beaucoup de monde, je m'y tiens. Or, qu'on me pardonne d'introduire ces contingences, mais c'est une chose qui doit coûter très cher d'illuminer cette tour perdue nuit après nuit. Qui paie? Une association des amis de la tour? Je veux en être. Les propriétaires, mais personne n'habite là. Les gens du village? Mais Homs n'a pas 100 habitants, j'en suis sûr, et dans 100 autres communes autrement populeuses, ce sont des histoires à n'en plus finir quand il est question d'éclairer le clocher, ou seulement sa flèche, tous les samedis de la belle saison. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas de sens. Et je ne sais pas de dépense plus sage ni plus noble. Homs est un signe pur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un monde où l'inutile serait éradiqué pour de bon? C'est l'univers de la mort. Vive, oh que vivent les toges des professeurs de droit, les formules françaises de fin de lettres, les uniformes de marins, la tour de Homs et les changements d'assiette pour le fromage. L'homme n'échappe à la contingence que par la forme, à la similitude insidieuse de tout, et donc à l'inutilité, par le signe inutile. Je maintiendrai, dit la tour. La tour de Homs ne veut rien dire, ne veut rien dire. Jusqu'à son nom étrange, trace pure, où nous ne savons pas remonter vers un sens. Peut-être que l'époque la plus comparable à la nôtre serait quelque chose comme le 5e ou le 6e siècle, comme si nous étions à la veille des âges sombres. Je ne voudrais pas paraître exagérément pessimiste, mais ça me semble être une évolution vraisemblable en tout cas. Et peut-être alors la culture, la civilisation, la courtoisie se réfugiera comme elle l'a fait à ces époques-là, dans des lieux épars, isolés, qui seront nos monastères ou qui seront nos cours d'amour, je n'en sais rien. Ça me semble une évolution vraisemblable, et peut-être trop dire, mais parmi les évolutions possibles, une de celles qui a le plus de chance ou de malchance de survenir, oui.